Le À l'époque. métier d'espion, ce n'est pas James Bond. Donc c'est l'État français qui a payé l'ENA pour un espion russe. Il faut être cynique dans l'espionnage. Il faut être cynique, il faut être pragmatique. En fait, t'as pas d'émotion. T'es peut-être le seul mec au monde qui a réussi à déstabiliser Vladimir Poutine. C'est pour ça d'ailleurs il me déteste. À mon avis. Bonjour à tous, bienvenue dans Tous Wonder, le média qui parle du point de bascule de cette étincelle qui a tout changé. Aujourd'hui, on reçoit Sergueï Girnov, ex-espion du KGB. Sergueï Girnov, il connaît tout à l'espionnage. Il a été le seul espion russe à avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration française. Il a fait partie de la crème des espions, les illégaux, ceux qui vivent sous légende. Son livre, L'éclaireur, a remporté le prix Transfuge 2025 du meilleur poche. Tous Wonder, vous nous retrouvez tous les mardis matins sur YouTube. Abonnez-vous, n'hésitez pas à cliquer aussi sur la petite cloche pour être informé dès qu'un épisode sort. Vous pouvez aussi nous suivre sur les podcasts Spotify, Deezer, Apple et Amazon. En bref, vous pouvez nous suivre partout et tout le temps. Merci à vous, merci aussi à notre sponsor Sumeria. C'est qui Sumeria ? C'est la même équipe que Lydia. Vous savez, Lydia, cette application qui vous permet de vous envoyer de l'argent, partager une note au restaurant ou participer à un cadeau commun. Sumeria, c'est autre chose, mais c'est la même équipe. Sumeria, c'est un compte courant avec une carte bancaire, une vraie. Mais le petit plus, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'est un compte rémunéré. Ça n'existait pas encore en France et on en avait sacrément besoin, rémunéré à 4%, ce qui veut dire que votre argent vous rapporte de l'argent et ça met quand même du beurre dans les épinards. Merci donc à Sumeria et Tous Wonder, ça commence maintenant avec Sergueï Girnov, l'ex-espion venu du froid. Sergueï, toi tu es donc ancien espion du KGB. Dans Tous Wonder, on commence toujours par un point de bascule. Et ton point de bascule, c'est le 29 août 1984. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le 20 août 1984, je suis convoqué à un point de rencontre qui se trouve à côté du stade Loujniki. C'est un tout petit peu écarté du centre de Moscou, mais pas très loin. Et donc, sur le parking à côté de ce stade, il y a 320 personnes, tous habillés en costume gris, cravate, donc costume-cravate, souvent du gris. Est-ce qu'on vous a demandé de venir en gris ? Non, c'est l'uniforme du KGB en fait. Dans le civil, les gens du KGB aiment bien porter le gris. Donc le gris, c'est pas très discret finalement, partout, tout le monde porte du gris, non ? Oui, mais c'est ça le truc. C'est que lorsqu'on est dans la foule, le gris c'est discret, mais lorsque tu as 320 personnes habillées tous en gris, là c'est bizarre, ça devient un uniforme. Et donc c'est là où sont rassemblés la promotion et où est rassemblée la promotion 1984 de l'Institut Andropov, l'institut qui forme les espions du KGB. On se connaît pas encore, enfin quoique quand j'arrive, je vois pas mal de gens que je connais. Déjà parce que il y a les gens jeunes comme moi, parce que moi j'ai 23 ans à cette époque-là, il y a à peu près les gens qui ont 23, 24 ans, et puis les gens plus âgés. Et parmi les gens plus âgés, mon regard qui scanne un peu la foule, il tombe sur un visage que je connais. Et dit tiens, celui-là, et alors c'est qui ? je ne suis pas prêt à l'oublier. Et alors là, c'est que je croyais capitaine Poutine. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Donc en fait, t'es recruté le même jour que Vladimir Poutine ? On entre dans cette école d'espions le même jour que Vladimir Poutine. On entre dans la même école, la même année, le même jour. Alors, on va en reparler parce que vos destins se sont croisés plusieurs fois. Peut-être restons d'abord sur le KGB, sur l'école. L'école que tu vas intégrer, c'est l'école la plus secrète de Russie, c'est l'école de la forêt. C'est ça, c'est en plein Moscou en fait. C'est pas en plein Moscou, c'est à l'extérieur de Moscou. Il y a un grand boulevard qui encercle Moscou. C'est une route, ça s'appelle la route circulaire, 104 km autour de Moscou. Et donc en fait, toutes les facultés de cette école sont placées à l'extérieur de Moscou, dans 4 endroits différents. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école de la forêt, à l'école des espions ? C'est quoi la base pour devenir un bon espion ? Beaucoup de choses, mais la base de chez la base, c'est les langues étrangères. Parce que les espions, c'est les gens qui vont partir à l'étranger, qui vont recruter les sources à l'étranger. Et d'ailleurs, le service d'espionnage n'a pas le droit de faire de l'espionnage à l'intérieur du pays,
que ce soit pour le KGB ou la DGSE. Donc, on apprend les langues étrangères et suivant notre connaissance, si, comme Poutine, quand il arrive, il a déjà 9 ans dans le service, donc il connaît déjà les éléments opérationnels du service, mais il a servi dans le contre-espionnage. Donc, on lui garde sa langue, qui était allemande, et on lui donne juste les éléments opérationnels pour l'espionnage. C'est pour ça qu'il ne restera qu'une année. Il sera à une faculté différente. Moi, tu l'as pas croisé pendant... Je l'ai croisé juste sur le parking devant le Jniki, et après on nous a mis dans les bus et on est parti dans 4 endroits différents. Voilà, on s'est croisé juste pendant un quart d'heure à peu près. Après, donc moi, je commence à apprendre l'espagnol de zéro, et donc du coup ça prend du temps. Du coup, ça 3 ans. Il faut 3 ans. Bien sûr. Après, il y a les disciplines générales qui prépare les espions, parce que l'espion dans l'école russe, c'est quelqu'un qui doit comprendre la géopolitique. Donc, on apprend les relations internationales, la géopolitique, la géostratégie, la chose militaire, l'économie. Tout ça, c'est les connaissances de base. Pour moi, c'est un peu ennuyeux parce qu'en fait, j'ai déjà fait pendant 5 ans au MGIMO, l'Institut de relations internationales. Qui est la meilleure université de C'est la meilleure université qui est basée sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Donc, moi, je suis formé à ça. Mais en fait, pour le KGB, pour cette école-là, c'est spécialement, c'est Andropov qui a voulu former cette connaissance de base diplomatique et en relations internationales, parce que le ministre des Affaires étrangères lui reprochait que les gens qui allaient après jouer les diplomates, travailler sous la couverture des diplomates, n'avaient pas suffisamment de connaissances. Ouais. Et donc, à l'Institut Andropov, on veut donner quasiment la même formation comme Guillemot, donc à l'école spécialisée. Après, on nous raconte comment cet espionnage est organisé à l'étranger, qui sont les antennes du KGB dans les ambassades, dans les consulats, après, les couvertures. Il y a la pratique. Et après, il y a la pratique. Et la pratique, tu vas rigoler, en fait, à ton avis, par quoi on peut commencer la pratique chez les espions en 1984 ? Les filatures ? Eh ben non. Eh ben non, tu vas être déçu. Ouais. C'est rigolo parce qu'en fait, on nous apprend à taper à la machine. Ah oui. Donc ça, c'est niveau 1. Pour être un bon espion, il faut taper à la machine. Le métier d'espion, ce n'est pas James Bond. On ne couche pas avec de belles filles, on ne boit pas de champagne, enfin, ça nous arrive. On ne fait pas des courses-poursuites sur les toits des maisons avec les Kalachnikov. C'est un métier très bureaucratique. On traite beaucoup d'informations et c'est un métier qui demande énormément de documents formalisés. Donc, il faut ça. Comme c'est secret, c'est rigolo. En 1984, les ados aux États-Unis ont déjà les ordinateurs personnels dans leur chambre. Et nous, on est dans la meilleure école, dans la plus secrète, dans la plus prestigieuse, dans la plus riche aussi. Eh ben, on n'en a pas. Et d'ailleurs, les ordinateurs, j'ai jamais vu au KGB. Même quand j'arriverai à Yassinevo, au QG de l'espionnage extérieur, sur ma table, il y a toujours la machine à écrire, la fameuse machine à écrire. Sauf qu'à l'école, c'était mécanique, à Yassinevo, c'était électrique. Quand même, ouais. plus luxe. Est-ce qu'on apprend aussi ce qu'on imagine des espions, les filatures, par exemple ? Bien sûr. Donc, ça vient aussi. Ce n'est pas forcément la première des disciplines techniques qui vient, parce qu'on apprend aussi la photo. On apprend à faire, on apprend le chiffrement et le codage. On apprend, avant de commencer le cycle théorique, on passe 3 semaines chez les parrains. On saute avec un parachute, on tire avec les Kalachnikov, on a des armes. Donc, une fois par an, on a nos PM, les pistolets Makarov, avec lesquels on tire 3 balles, 3 balles dans le tir. Ouais, donc, réglementaire pour s'entraîner comme dans n'importe quel pays du monde, mais juste 3 balles, quoi. Ça veut dire que c'est pas ce qu'on montre à la télé. C'est pas ce qu'on imagine, parce qu'on imagine que tu sais t'entraîner, te rouler par terre, viser avec une Kalachnikov, tir parfait. Ce n'est pas ça l'espionnage. C'est pas ça. L'espionnage, c'est pas ça. Donc la première conférence théorique, il y a un vieux loup de l'espionnage qui nous a dit: si vous sortez une arme, c'est que l'espionnage est déjà terminé. En fait, utiliser des armes. C'est que t'as été démasqué, en fait, non ? C'est ça ?
voilà, soit démasqué, soit c'est une opération qui a mal tourné. Et donc, en fait, l'espionnage, ce n'est pas tirer, ce n'est pas tuer les gens. Donc ça, ce sont les mythes. Parmi nos spectateurs, il y a certainement des gens qui vont être complètement déçus. Ils vont dire, ah, c'est un métier, nul, en finalement, fait. c'est nul, c'est ennuyeux, c'est chiant, etc. Mais c'est comme ça. Donc la réalité est là. Mais quand même, la filature, c'est quelque chose qui est intéressant parce que d'abord, il y a aussi une partie théorique. Donc, on nous montre que les filatures se font à différentes manières, de différentes manières. Et donc, nous déjà, on joue le rôle d'un simple diplomate. Ça veut dire la première chose qui est absolument interdite dans la filature, c'est de se retourner. Donc, quand vous voyez un film dans lequel l'acteur va se retourner 20 fois pour montrer sa nervosité et montrer qu'il cherche la filature, c'est totalement faux, c'est nul. Nous, ça nous fait suer ou rire. Bien évidemment, c'est ridicule, c'est juste ridicule. Parce que si tu commences à s'inquiéter et à se retourner, donc le contre-espionnage qui te suit, bah, il va comprendre qu'en fait, t'es un espion. Et donc, tu cherches les filatures parce que une personne normale ne pensera jamais à regarder si elle est suivie ou pas. En fait, la personne normale, elle vit la vie normale, elle est insouciante, elle va faire des courses dans la ville d'une manière normale. Et il y a un truc. Et donc, il y a des trucs. C'est ça. Et donc, il y a des trucs. Donc, pour ne pas se retourner, il y a des trucs. Ça, c'est un truc qui existe dans les bons films d'espionnage. C'est les vitrines de magasins. On s'arrête devant la vitrine de magasin, il y a un miroir dans la vitrine, donc on ne tourne pas la tête. On regarde juste les choses qui sont posées. Mais comme le miroir est devant nous, donc on peut regarder en arrière grâce à ce miroir. Ça, c'est vrai. Il y a d'autres miroirs naturels aussi, parce qu'en fait, toutes les portes qui sont vitrées, c'est des miroirs, c'est des miroirs. Donc on peut regarder en arrière. Maintenant, il y a aussi les gadgets. On est au 3e millénaire, donc on peut avoir des lunettes avec une petite caméra qui est fixée quelque part derrière et on peut voir en arrière. En fait, c'est le truc de James Bond. En fait, c'est ce côté. Comment il s'appelait le monsieur Q? Oui, Q, c'est ça. Q qui avait les gadgets. Enfin, je crois que c'est Q. Je crois que c'est ça. Donc ça existe. Et ça existe. Ça existe. Donc, il y a les micros, il y a les caméras, il y a les armes. On a les armes. Bon, on va pas les utiliser. Mais il y a d'autres gadgets. Et après, il y a les filatures et les contre-filatures. Il n'y a pas une histoire de chaussures? Parce que ceux qui te suivent peuvent se déguiser, mais ils changent pas de chaussures. Donc, en fait, nous, quand on est suivi, pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a toute une équipe autour de nous. Ça peut aller jusqu'à 50 personnes. Incroyable. 50 personnes qui, avec plusieurs voitures, avec plusieurs vannes dans lesquelles ils changent d'habit, ils se maquillent, ils peuvent changer de perruque, ils peuvent changer d'habit, ils peuvent changer de sexe en quelque sorte, parce qu'il y a les femmes, il y a les hommes. En fait, il y a les gens qui sont passe-partout. Ça veut dire, on attend voir aussi que les mecs, tu sais, dans les films, le KGB, c'est toujours les gens à une mâchoire carrée, qui sont très costauds. Non, tu peux avoir une babouchka avec un bébé, une vieille dame. Une vieille dame. Tu peux avoir une maman avec un landau et un bébé. Le bébé est faux, mais il peut donner des sons. Tu sais, c'est la Barbie du magasin, enfin très sophistiqué. Voilà. Et donc tous ces gens-là, ils peuvent changer n'importe quoi. La seule chose qu'ils ne changent pas, c'est les chaussures, parce qu'il faut faire vite. Ah oui. Et donc, changer un costard, des fois, il faut juste le retourner et c'est bon. Tandis que les chaussures, il faut les enlever, mettre les autres, donc être dans le véhicule ou ailleurs. Et donc ça, c'était très difficile. Et du coup, c'est la première chose qu'on nous dit, regardez par terre. Regardez par terre. Si jamais vous voyez les gens, regardez tout de suite par terre parce que c'est les chaussures que vous allez remarquer. Si c'est les mêmes, ça fait tilt. Et alors, quand ça fait tilt, quand tu sais que t'es suivi, qu'est-ce qu'il faut faire? T'arrêtes tout? Rien du tout. Déjà, t'as compris, on est des gens normaux en apparence. Donc là aussi, il faut faire l'inverse de ce qui est donné dans les films. Ça veut dire, il ne faut pas non plus essayer de courir, essayer de rentrer dans le dernier wagon du métro en essayant de les semer, etc. Ou sauter du wagon de métro juste avant que les portes ne ferment. Tout ça, c'est interdit. C'est interdit. Donc en fait,
quand on découvre quelque chose dans l'espionnage, on ne fait rien. Surtout, on ne dit rien. Y compris la même chose après. Si, dans notre chambre, quelque part, on découvre les micros posés par le contre-espionnage. Tu sais, dans les films, là aussi, on les arrache en disant « Ah, ces micros, on les écrase avec le pied. » Interdit. Non. Si on découvre un micro, on fait rien du tout. Ce micro, qu'il est découvert, il va devenir le canal de désinformation. Ça veut dire, nous savons quand nous savons pertinemment qu'on est écouté, à ce moment-là, on pourra donner une information fausse quand ça nous intéresse. Voilà. Et donc, il y a tout un tas ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il faut être sur ses gardes constamment, en fait. Tu peux être suivi dans la rue, tu peux être écouté dans ta chambre, dans ta salle de bain. En fait, il n'y a jamais un moment où on se relâche. Il y a jamais un moment où on se relâche. Ça, c'est la première chose. On est à l'étranger, on est en terrain ennemi, on n'est pas chez nous. Sauf à l'ambassade. À l'ambassade, c'est le territoire du URSS à mon époque et de la Russie actuellement. Donc, c'est notre pays. C'est un territoire qui est inviolable par le pays d'accueil. Donc, à l'ambassade, on peut se relâcher. Voilà, ouais. Se relâcher. Mais ailleurs, effectivement, on ne peut pas se relâcher. Et il y a pire que ça. Ça veut dire, on doit rester naturel. Ça veut dire, même si on est suivi, il faut vivre avec. Ça veut dire qu'en fait, c'est un poids, mais il faut apprendre à porter ce poids. C'est comme le poids du secret. Le secret, c'est un poids énorme. En réalité, on peut faire un truc, un petit test avec les gamins ou avec les étudiants. Vous leur dites un secret et vous dites, vous n'avez pas le droit de le dire pendant 2 jours. Ils vont péter les plombs. Hein. Et ils vont péter les plombs. Parce que du moment où on te dit de ne rien dire, tu as tout de suite envie de le dire. Et toi, tu avais envie de le dire ? Bien évidemment, on est des humains. Et donc, on nous apprend aussi à gérer tout ça. Avec la filature, l'humain, on a tendance à être un peu parano. Parce qu'on va regarder, on va dire, ah, celui-là, c'est certainement la filature, celle-ci, c'est la filature. Et donc, si on n'a pas cette technique d'être sûr que c'est la filature, on devient fou. Bah oui. On devient fou. Et donc, c'est ça. On nous donne, en fait, les moyens techniques, psychologiques et théoriques et pratiques pour ne pas devenir fou avec ce métier de folie. Parce qu'en même temps, on peut devenir schizophrène. Parce qu'on joue deux rôles. On est l'espion qu'on cache et on est diplomate ou commerçant ou ça, c'est agent consulaire. Ta légende, c'est l'histoire que tu racontes quand tu es sur le terrain. C'est pas la légende, c'est la couverture. La légende, c'est encore autre chose. La légende, c'est pour les illégaux. Parce que, en fait, la majorité des espions, c'est ce qu'on appelle l'espionnage légal. Ce n'est pas parce que ils font des choses légales qui ne sont pas interdites par la loi. Non, c'est parce que ils sont dans les institutions qui sont légales. Ça veut dire qu'ils travaillent sous la couverture des institutions de mon pays. Ça veut dire à Paris, c'est l'ambassade de Russie ou du URSS à l'époque à Paris. C'est le consulat, c'est la représentation commerciale. Ça peut être une agence Aéroflot, ça peut être les journaux, etc., etc. Donc en fait, tout ça, c'est la couverture. Okay. Et donc on a 2 métiers parce qu'il faut faire le métier de couverture. Il faut le faire parce que si on le fait mal, on est démasqué. Parce que nos collègues qu'on appelle les diplomates propres ou les agents consulaires propres, parce que nous, on est sales. Ouais. Donc, eux, ils sont sympa, propres. Ouais. Donc, si jamais on fait mal ce métier de couverture, ils vont le dire. Ouais, mais ils vont se rendre compte que, parce que eux sont pas censés savoir que t'es un espion. Non, ils sont pas censés le savoir. Bon, après, quand on vit dans un truc d'ambassade, ça se sait, parce que il y a autre chose aussi, c'est qu'à l'ambassade, par exemple, de Paris, il y a le 6e étage, le 6e étage, c'est là où se trouve l'antenne du KGB. Et en fait, les propres n'ont pas le droit d'y aller. Et nous, on a le droit. Oui, bon, d'accord. Voilà. C'est assez évident. Et donc, en fait, dans l'ascenseur, tu appuies sur le bouton 6, là, du coup, on sait que... Ouais. En fait, c'est un bouton sur lequel les diplomates et les gens normaux ne peuvent pas appuyer. En fait, tu appuies, il ne marche pas. Nous, on a la clé spéciale, tu rentres la clé, à ce moment-là, tu vas de 0 à 6, directement, sans passer par les autres étages. Voilà. Incroyable. Est-ce que tout le monde peut devenir espion ou est-ce qu'il faut avoir des prédispositions ? Vaut mieux avoir les prédispositions. Donc c'est un métier qui demande beaucoup de qualités. Tu as compris déjà. D'abord une certaine résistance psychologique, une grande résistance psychologique parce que en réalité tu vas vivre le stress en permanence.
le stress d'être dans un pays étranger, le stress d'être suivi, le stress d'être arrêté, le stress d'être découvert. Après, le stress d'avoir la personne quand tu vas essayer de recruter la personne, le stress de recevoir la casserole. Tu sais, c'est le recrutement, c'est comme dans l'amour. En fait, on propose quelque chose qui est interdit, et non seulement l'amour, mais l'amour interdit. Et donc, la personne peut te dire non à la dernière minute. Donc, il faut gérer aussi ce stress-là. Donc tout ça, c'est le métier d'espion. Voilà pourquoi ça prend tellement de temps, pourquoi c'est un vrai métier. Après, donc naturellement, il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas l'être. Mais c'est quoi les qualités, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut avoir en soi pour pouvoir être recruté par un service secret? Santé physique, première chose, être résistant. Santé mentale et psychologie à toute épreuve pour résister au stress. Qualité linguistique. Il faut être linguiste, il faut parler une langue étrangère. Si on parle mal langue étrangère, on n'est pas qualifié pour l'espion. L'esprit analytique, parce qu'il faut comprendre les sujets qui nous intéressent, qui intéressent le service, mener des conversations avec les gens qui, eux, sont porteurs de secrets. Donc, il faut mener cette conversation. Il faut être intéressant pour ces gens-là. Donc, il faut avoir la base de connaissances très large. Après, il faut être très ouvert au contact humain. Parce que, en réalité, le métier d'espion, c'est un métier de communication. C'est un métier de communication avec les gens. Il faut savoir parler avec les gens. Il faut savoir les rendre à l'aise dans cette conversation. Parce que c'est pas uniquement une histoire d'amour. Parce qu'en fait, on les amène vers le crime. On les amène à trahir leur patrie, à trahir leur famille, à trahir leurs amis, à trahir leur entreprise. Quand ils nous volent les secrets pour nous, ils nous apportent les secrets, ils commettent un crime pour lequel, dans certains pays, ils risquent la peine de mort. Comment tu fais pour les convaincre d'ailleurs? C'est un métier. C'est du chantage? Non, pas forcément. En fait, il y a ce qu'on appelle... les Anglais ont inventé un sigle qui s'appelle MICE. Donc, Money, Ideology, Compromat et Ego. Et pour le KGB, c'était à peu près la même chose. Donc, il faut que tu nous fasses la traduction, il faut que tu nous expliques. Oui, et donc, l'argent. Donc, soit tu proposes de l'argent. On peut proposer de l'argent. Les gens qui n'ont pas forcément envie de... C'est cher ou pas, par exemple, de donner ça dépend. des infos? Ça dépend. C'est suivant ce qu'ils nous apportent. Ça peut être très cher. Ça peut coûter des millions. Ah ouais? Ouais. S'ils nous apportent le dernier cri, le dernier missile secret des États-Unis, c'est des millions. Okay. S'ils nous apportent des documents qui sont issus de Pentagone, de la Maison Blanche, du ministère des Affaires du département d'État aux États-Unis, de la CIA, du FBI, ça peut aller des centaines de milliers de dollars en l'occurrence. Sinon, ça peut être par sympathie idéologique. Ça veut dire, nous sommes les communistes, il y a les communistes français. Donc, on peut les recruter, mais là, il y a le danger. On peut recruter la personne, en fait, on peut approcher la personne qui a les convictions de gauche. Oui, c'est ça. Ça exclut les autres, du coup. Ça exclut les autres, mais ça peut exclure cette personne-là. Parce que si c'est le gouvernement de droite qui est au pouvoir, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui sont au pouvoir. Bah oui. Donc, du coup, la personne qui est avec les convictions de gauche, on va lui dire quoi? Oublie tes convictions de gauche et change de camp. Tu rentres dans le parti de droite. Parce que tu vas faire la mission, donc tu vas t'asseoir sur tes convictions de gauche, comme a fait Philby, Kim Philby, qui était communiste très convaincu, qui était antifasciste, et qui est parti faire la guerre d'Espagne dans le camp de Caudillo Franco, et qui a été décoré d'ailleurs par Franco. Donc voilà, ça veut dire il faut savoir persuader, tu peux retourner le mec en fait. Persuader aussi la personne de rentrer dans notre jeu et de faire ce qui nous arrange et ce qui l'arrange lui, en quelque sorte, parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse sont les secrets. Les secrets sont là où sont prises les décisions, dans les ministères, dans les bureaux de Premier ministre, du président, du ministre de la Défense, chez les militaires, dans les sphères des services spéciaux. Et donc, nous formons la personne pour qu'elle rentre, pour qu'elle soit capable de rentrer dans ces entreprises. Donc il y a money, argent, idéologie. C'est compromat. Donc là c'est chantage. C'est chantage. Compromat chez le chantage. Mais en réalité, je dirais que d'abord on va parler d'ego. Parce que ego, c'est plus intéressant. On travaille avec les gens.
Les gens sont vulnérables. Il y a beaucoup de personnes qui se croient plus intelligents que les autres et que, selon eux, soit leur ministère, soit leur entreprise, soit leur famille n'est pas, ne met pas en valeur. Okay. Ou sous-estime, ou même les met de côté ou dans le placard. Et donc, c'est mal vécu par ces personnes-là. Et pour nous, c'est génial. Ça, c'est le cas le plus facile. Ouais. C'est ça. Parce que la personne, à ce moment-là, elle va se venger. Et donc, et la vengeance, c'est un sentiment, c'est une émotion tellement forte que la personne va tout faire pour se venger le mieux de son état et de son entreprise. Et en dernière instance vient le compromat, c'est-à-dire le chantage. Pourquoi en dernier endroit? Parce que ça peut être efficace. Tu montres quelques photos, la personne n'a pas envie que sa femme découvre qu'elle a une maîtresse, ou que sa femme découvre qu'il est homosexuel, ou qu'à bureau on découvre qu'il est homosexuel, ou elle homosexuelle. Bon, maintenant ça a changé un tout petit peu aux mœurs, mais ça marche encore. Ou qu'on découvre autre chose, qu'il fait des pratiques sadomaso, qu'il fait, je sais pas, qu'il boit, mais le cache à ses supérieurs, etc., etc. Et donc, ça peut marcher parce que c'est fort, mais ça marche très peu. Parce que la personne à qui on fait pression, sur laquelle on fait pression par rapport à ses défauts, elle est inconfortable par rapport à ça. Et donc, elle va le vivre très mal. Et nous, on peut commencer par ça, justement pour casser un peu le truc, pour déjà lui montrer que de toute façon il sera, c'est toi qui as le dessus, il sera avec nous. C'est pas une entrée en matière très facile, quoi. Tu commences par le chantage et puis après faut te faire copain. En fait, on nous apprend tout de suite que vaut mieux, dans tous les cas, si on a le choix, il faut positiver. Il faut établir un contact relationnel positif, parce que chantage, c'est du viol. Nous, on fait l'amour. Et donc, en fait, le recrutement de la source, c'est le mariage. C'est le mariage entre la source et l'officier traitant. Et c'est un couple qui se forme. Donc, il y a beaucoup de similitudes par rapport à ça. On fait pas l'amour, hein, c'est interdit d'ailleurs, parce que notre source, la personne qu'on traite, c'est un outil. Oui. Donc, il est préférable de ne pas devenir ami non plus. Parce qu'une fois que cette source ne t'est plus utile, c'est terminé. Tu la jettes. C'est jetable. C'est jetable. Nous, déjà, on est jetable. Et les sources, les agents sont jetables encore plus. Donc, on l'utilise. C'est très pragmatique. Mais bon, on joue le jeu. Ça veut dire, on lui dira jamais ça. Hein. Est-ce que tu as un souvenir d'un moment qui a été compliqué avec une source, ou tu vois, est-ce que tu as un souvenir comme ça d'un moment où finalement, ton côté humain peut-être a repris le dessus, ou ça a été difficile pour toi à gérer? Moi, il y avait des choses, des choses qui sont très particulières, parce que comme je travaillais chez les illégaux, on pourra peut-être en reparler un peu aussi de ce service-là. Donc en fait, je n'étais pas à l'ambassade de Russie. J'étais détaché de toutes les institutions russes et les entreprises russes qui étaient présentes sur le sol français. J'étais en autonomie, et mon but était de me trouver une femme française, de se marier avec elle, de prendre la nationalité française par naturalisation. Et donc là, c'était ta mission. C'était le début de ma mission. Ah ouais. C'était le début de ma mission. Ça s'appelle la légalisation dans le pays. Ça veut dire que c'est pour que je devienne, en fait, français. Il fallait que tu te maries. Il fallait, la chose la plus facile, c'est de se marier. Parce que on peut demander autre chose. On peut vivre dans le pays pendant 5 ans ou 10 ans. Attends, mais du coup, il faut que tu rencontres une nana, que tu l'épouses, mais il faut quand même qu'elle te plaise un peu, non? Ça, c'est la première chose. En fait, alors, du coup, comment tu... Mais la chose est beaucoup plus compliquée que ça. Ouais. Ça veut dire que, en fait, la fille, elle va tomber amoureuse de moi. Mais moi, je sais que je l'utilise. Donc, j'ai un énorme cas de conscience par rapport à ça. Et en plus, je l'amène vers l'échafaud. Parce que si jamais on découvre ça, si jamais on est pris, moi, je serai expulsé au mieux et je rentrerai en URSS. Ouais. Elle va aller en prison. Ouais. Parce que c'est mon outil. Je vais utiliser son nom, je vais salir sa famille, je vais salir son nom sans qu'elle le sache. Après,
quand il y a un vrai mariage, donc on choisira peut-être une personne qui a des convictions de gauche. Enfin, à l'époque, on est communiste, donc avec laquelle on a déjà une affinité idéologique, et donc petit à petit, on pourra peut-être lui suggérer doucement que Est-ce que t'as une bague, t'as fini par te marier alors ou pas? Je n'ai pas fini par me marier parce qu'à chaque fois j'avais un cas de conscience parce qu'en fait j'arrivais pas je me disais dès que ça commençait à devenir plus ou moins sérieux, je me disais mais la pauvre fille, vers quoi je l'amène? Enfin, moi je suis un salaud, absolu. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc en fait, t'es un espion trop gentil. Je suis un espion trop gentil, effectivement, parce que il faut être cynique dans l'espionnage. Il faut être cynique, il faut être pragmatique. En fait, t'as pas d'émotion. Tu peux avoir de l'empathie envers la personne. Vaut mieux d'ailleurs d'avoir de l'empathie, parce que quand tu gères une source, quand tu gères un agent, quand tu traites un agent, et il faut lui faire croire que tu es son ami, mais il faut pas que tu sois son ami. T'en parlais, t'as fait partie des illégaux. Oui. Les illégaux, c'est la crème de la crème des espions. C'est ceux qui sont peut-être les plus intelligents, les plus peut-être réactifs. C'est ceux qui vont vivre sous légende. Est-ce que c'est comme le bureau des légendes? Est-ce que tu as fait partie du bureau des légendes du KGB? Non. C'est ça, c'est exactement ça. Même mieux, parce que dans le bureau des légendes, dans la série française, la plupart des officiers qui partent à l'étranger sous légende, ils jouent les Français. On leur change d'identité, mais c'est toujours le passeport français. Donc on te change de nom, on te change de lieu de naissance, mais tu es toujours français. Nous, les illégaux russes, on te change de nationalité. Ça veut dire tu dois, en fait, oublier que tu es russe et tu dois jouer soit un Américain, donc c'est plutôt soit un Français, soit un Canadien, soit un Allemand ou un Chinois. Donc bien évidemment. Chinois, c'est plus difficile quand même. Ah non, c'est pas plus difficile parce que tu sais, l'Union soviétique. Oui, tu peux être ouzbek ou. Voilà, il y a 250 ethnies. En Union soviétique et en Russie, et donc tu as les ethnies asiatiques, tu as les Tuvas, tu as les Tatars, tu as les musulmans, tu as les chrétiens. Donc en fait, il y a de tout. Et le KGB, bien évidemment, il cherche ça pour que ça corresponde au mieux de ton endroit dans lequel tu vas travailler. Mais la différence, donc, tu n'es pas rattaché aux institutions de ton pays dans ce pays-là, tu es en autonomie, donc ça c'est la première chose. Tu n'es pas protégé du coup par l'immunité diplomatique. Ah ouais. Si tu es pris, c'est la prison. Donc c'est hyper dangereux. Ou l'échafaud. Aux États-Unis, c'est la chaise électrique. Dans les pays arabes, souvent, c'est décapitation, les trucs comme ça, ou la pendaison. En France, c'était la guillotine à une certaine époque. Donc, c'est beaucoup plus dangereux. T'es en autonomie, ça veut dire que tu n'as pas de filet. Enfin, le filet, tu l'as, parce qu'il y a un énorme service derrière toi. Et c'est ça, d'ailleurs. On va y revenir, parce que c'est ça qui fait l'espion. On m'a posé les questions. Là, c'est juste une petite parenthèse. On me dit, là, tu as quitté le service, est-ce que tu peux continuer? Parce qu'en fait, ça change rien. Tout ce que tu as appris, c'est dans la tête. Toutes les connaissances que tu as, c'est dans la tête. Oui, ça, c'est vrai. Sauf que tu n'as pas le service qui est derrière toi. Quand tu es illégal, tu dis. Quand tu es illégal ou légal, peu importe. En fait, il y a le service qui te protège et tu le sens, en fait. Et ça te donne les forces. Tu sais que même si tu es pris, bon, au pire, tu vas passer 1 an, 2 ans, 3 ans en prison, mais on va t'échanger, on va te faire échapper, on va te racheter. Même si ça peut être long. Peu importe. Même si ça peut être long, mais tu sais qu'il y a le service derrière. Quand tu es tout seul, tu es tout seul. Raconte les illégaux. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? Donc, tu n'as pas de filet, tu es sous les radars. Ouais. T'es tout seul. T'es tout seul, mais c'est un métier passionnant. Déjà, c'est un métier qui c'est une spécialité qui coûte énormément d'argent parce que il faut construire la légende, il faut construire une vie différente. Donc, il faut que tu deviennes cette personne-là. Il faut t'obtenir des vrais documents, de préférence de vrais documents. On peut te fournir des faux documents, mais les faux documents seront comme des vrais. Ça veut dire, au KGB, il y a une imprimerie qui peut imprimer les billets de dollars mieux que la réserve fédérale aux États-Unis. Incroyable. Parce que, en fait, les faussaires, ils peuvent le faire.
Mais ça n'a aucun sens puisque en fait, si tu imprimes un billet qui coûte $200, le billet de 200, tu as perdu 100 $. Ouais. Donc en fait, les faussaires ne peuvent pas utiliser la super technique parce que eux, ils doivent produire le billet le moins cher possible pour gagner le plus d'argent possible sur la fausse monnaie. Ouais. Nous, le KGB, on s'en fiche. On peut imprimer un passeport qui va nous coûter 10 000 euros. Ah ouais, bien sûr. Ou 100 000 euros. Donc tes papiers, ils sont vrais, quoi. Enfin, en tout cas, ils sont mieux que les... Si je traverse n'importe quel pays avec un passeport américain, n'importe quel pays, sauf les États-Unis, il passera comme une lettre à la porte. Le passeport américain imprimé par les services secrets russes. Par les services secrets russes. Pour ça, d'ailleurs, on a un service qui va dans le monde entier, qui recrute les gens qui travaillent dans les ministères de l'intérieur de pays, dans les polices, dans les services secrets, parce que il nous faut les papiers, il nous faut les. Tu parles de papiers, justement, tu as intégré l'ENA. Oui. Tu es le seul agent secret russe à avoir intégré l'ENA. Est-ce que c'est connu en tout cas. Est-ce que c'est pour ça que tu as intégré l'ENA, pour avoir des vrais papiers? En fait, il fallait infiltrer l'administration, mais le faire en vrai, en fait. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose parce qu'en réalité, même si j'appartenais au service des illégaux, j'ai en fait ouvert une voie qui est beaucoup plus intéressante et révolutionnaire en quelque sorte. Parce que en gros, quand j'ai passé un tout petit peu de temps, j'ai eu une idée comme ça dont j'ai parlé avec mes supérieurs en disant, écoutez, on passe énormément d'argent, énormément de temps à construire les légendes et les documents pour nos illégaux, et en réalité, c'est trop lourd, etc. Pourquoi, avec Gorbatchev, lorsque les frontières sont ouvertes, en fait, avant, c'était peut-être 1000 personnes qui partaient en France. Après, il y a eu 1 million de personnes qui pourraient partir en France. Donc, en fait, je peux aller comme moi-même, sous mon propre nom, mais avec un statut d'illégal. Et donc, trouver une Française, me marier avec une Française, changer de nationalité officiellement, par naturalisation, devenir Français, et puis après, trouver le boulot par rapport à ça. Ils ont dit, très intéressant. Et donc, essayer de faire quelque chose. Je suis parti en France et je me suis organisé à être recruté par l'ENA. Pour ça, j'ai joué le rôle de journaliste qui travaillait pour la télévision soviétique. J'ai demandé tout simplement par téléphone un rendez-vous en disant, voilà, je fais un reportage sur les institutions françaises, dont l'ENA, est-ce que vous pouvez me recevoir? Ils étaient ravis. Donc on a parlé, voilà, j'ai fait l'interview à l'inverse. Ouais. C'est moi qui ai interviewé la directrice des relations internationales et le directeur des stages de l'ENA. Mais je suis pas espionne, hein, t'inquiète pas. Je sais. Moi non plus maintenant. Okay. Donc pardon, je t'ai interrompu. Donc tu es reçu. Et donc à la fin de cette conversation, ils m'ont posé aussi les questions sur moi, mon pédigré, ils ont vu comment je parlais français et ils ont dit, est-ce que ça vous dirait de devenir l'élève de l'ENA, parce que c'est la première année, grâce à Gorbatchev, grâce à la perestroïka, grâce à l'ouverture du URSS, que on accepte les élèves du URSS. Attends, donc, ils te le proposent, c'était évidemment ton but. Mais tu as réussi à les entourlouper pour que ce soit eux qui viennent te chercher, l'ENA. C'est le but suprême quand tu recrutes quelqu'un. Ça veut dire que en réalité, tu as réussi à 200% ton but lorsque tu demandes rien. Lorsque cette personne va te proposer la chose. Va te proposer. C'est smart, hein. Il y a mieux que ça, parce que quand ils m'ont fait la proposition, j'ai fait la moue comme quoi ça m'intéresse pas. Pas trop, enfin c'est curieux, c'est intéressant, mais j'ai 30 ans, j'ai déjà je vais pas leur dire 2 diplômes. Ouais. Mais j'ai déjà bac plus 10, enfin je vais pas encore refaire 1 an et demi d'études. Et donc ça se lit sur mon visage, mais ils interprètent mal ça, parce qu'ils croient que je n'ai pas d'argent pour faire l'ENA. Et à ce moment-là, ils disent, mais attendez, on va vous les payer. Vous serez boursier du gouvernement français. Donc c'est l'État français qui a payé l'ENA pour un espion russe. C'est énorme. Ouais. Donc tu imagines, quand j'ai raconté ça à mes généraux, ils ont dit bravo. Est-ce que tu as une promotion? Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de Vladimir Poutine, que tu as croisé plusieurs fois? Tu nous l'as dit, en 84. Il y a aussi une histoire en 80, tu vas nous le dire. Et puis il y a aussi une histoire, en fait, tu racontes que c'est pas un très bon espion et qu'il a failli faire sauter ta couverture. Je crois que c'est en Allemagne, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous raconter de Vladimir Poutine et puis de vos rencontres successives? La plus grande et la plus importante, c'est quand même 1980.
Moi, je suis étudiant, 3e année. C'est les Jeux Olympiques de Moscou. C'est un événement. C'est la première fois où l'Union soviétique reçoit les Jeux Olympiques. Donc, en fait, elle a mis le tapis rouge. Elle a construit des installations olympiques. Elle a vidé Moscou. Moscou est vide. On a envoyé tous les gamins dans les camps de jeunes pionniers, dans les colonies de vacances. On a envoyé tous les gens qui voulaient prendre les congés à l'extérieur. Okay. Moscou est vide. Il y a que nous. Il y a le KGB. Et moi, étudiant de MGIMO, de l'Institut de Relations Internationales, je veux être guide-interprète olympique. Donc, je veux être volontaire. Je veux travailler comme volontaire. J'ai suivi la formation de 9 mois pour avoir le français sportif, parce que c'est les sports, donc il faut savoir le vocabulaire, les termes, le vocabulaire sportif, etc. Et je croyais que j'allais être guide avec les délégations françaises, québécoises, belges, suisses, etc. Eh ben non, je suis très déçu parce que on me met dans un central téléphonique, des renseignements téléphoniques. Donc en fait, j'ai un combiné sur la tête et j'attends un coup de fil éventuel venu d'un Français ou d'un Suisse ou d'un Belge qui voudrait avoir un renseignement par téléphone, mais ça vient pas. Mais un jour, le téléphone va sonner. Et un jour, le téléphone sonne, et c'est un Français qui était juste curieux. Parce que dans un guide olympique, il a trouvé service de renseignement en français, donc il a composé le numéro de téléphone, il tombe sur moi. D'habitude, quand on est à ce service-là, on nous demande un numéro de téléphone, on le donne, ça dure 20 secondes, 30 secondes. Il y a même un minuteur. Un minuteur. Et donc là, il dit, je suis curieux juste à parler. Déjà, bonjour, etc. Et il dit, ah tiens, comment vous avez fait pour que les soviétiques vous embauchent? Je dis, mais comment j'ai fait? Bah, vous êtes français. Je dis non. Vous n'êtes pas français. Comment ça se fait que vous parlez si bien le français? Parce que au niveau d'accent, je parlais même mieux à cette époque-là parce que je faisais beaucoup attention, je faisais quasiment pas de fautes, etc. Et donc, ça fait plaisir. C'est clair. Et on se lance. Donc lui, il me pose des questions sur l'Union soviétique, moi je lui pose des questions sur la France. Le truc dure 2 heures. Ouais, on est en 1980, donc en fait c'est quand même deux mondes. Derrière le rideau de fer. C'est deux mondes qui se sont jamais rencontrés. C'est pour ça que vous parlez si longtemps. Voilà. Et donc ça a paru très suspicieux. Je suis suspect. Et donc la direction appelle dans mon dos pendant que j'étais au micro. Dans mon dos, ils ont appelé déjà le KGB en disant il se passe quelque chose. Il y a un mec qui parle avec un Français. Nous ne comprenons rien parce que il y a quelqu'un qui parle français. Ça dure des heures. Ça dépassait déjà 1 heure, 1 heure et demie. Et donc il y a quelqu'un qui arrive du KGB. Dans Moscou, c'est 5 minutes en voiture. Hein. C'est très près. Hein. Et donc quand j'ai raccroché, le Français me dit allons boire un coup dans un bar. Et là, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, donc j'invente un mensonge. Ma mère est malade, ce soir je dois aller à l'hôpital. Et demain c'est ma grand-mère qui sera malade, et après demain c'est ma sœur, et après c'est mon père, et après c'est mon grand-père qui n'existe pas parce qu'il est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Donc je raccroche, et là la directrice me dit dans mon bureau. Et dans son bureau, il y a un monsieur en costume gris. Là, t'avais compris que t'avais passé un sale quart d'heure. Le costume gris, ouais. Et ce monsieur de petite taille, 1m60, qui me dit suivez-moi. Donc il y a une voiture noire avec le gyrophare qui est donc sur le pavé. Et en 5 minutes, il m'amène à la Lubyanka, place Dzerzhinsky. Et là, on s'installe dans un petit bureau. Et là, la première question qu'il me pose, comment vous avez trahi la mère patrie? Moi, trahi la mère patrie, pourquoi? Bah, vous avez conversé, c'est quoi ce truc-là? Vous connaissez? C'était qui? Je suppose c'est un Français, enfin, à entendre parler, c'est un Français. Vous le connaissez? Non. Pourquoi vous avez parlé 2 heures avec une personne inconnue? Ben, parce qu'on m'a demandé de le faire, parce qu'on n'est pas dans les Jeux Olympiques, parce qu'on doit accueillir les gens qui viennent de l'étranger, parce qu'ils doivent découvrir notre monde. C'est marqué dans notre... Oui, ça fait partie de mes prérogatives. De mes prérogatives. Enfin, on m'a formé pendant 9 mois à faire ça. Je fais ça. Et donc là, il me sort, bien évidemment, le petit carton rouge.
quoi, le carton rouge KGB, c'est la carte du KGB. C'est impressionnant. Ce n'est pas la première fois que je la vois parce que mon oncle travaillait au KGB, faisait le service au KGB. Mais il était dans la protection des hautes personnalités, du Premier ministre de l'Union soviétique. Le mec qui te montre la carte, c'est Poutine, là? Ouais. Donc en fait, l'agent du KGB qui va te recevoir... L'officier du KGB qui te reçoit, qui t'interroge en 1980, c'est Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine, capitaine Poutine. À l'époque, il était capitaine. Qui est tout jeune. Moi, je croyais qu'il était, à l'époque, il avait toujours 9 ans de plus que moi. Mais ça faisait déjà 5 ans qu'il était au KGB. Et le truc aussi, moi, je croyais qu'il travaillait à Moscou. Comment tu l'as trouvé en interrogatoire, Vladimir Poutine? Est-ce qu'il avait déjà... Il a quand même une stature, il a une froideur. Est-ce qu'il était déjà comme ça? Est-ce qu'il était terrifiant? Oui, il voulait devenir terrifiant. En fait, moi, ce que j'ai ressenti chez lui, c'est un amour énorme pour le pouvoir. Parce que quand tu interroges quelqu'un, quand tu as le droit d'interroger quelqu'un, de faire venir quelqu'un et de ne pas le faire partir, tu exerces un pouvoir sur cette personne. Et donc, j'ai vu chez lui la jouissance de ce petit pouvoir. Et puis la jouissance de me faire peur. Donc, d'où d'ailleurs la question, pourquoi tu as trahi, etc. Donc, le tutoiement. Donc là, je l'ai repris en disant, on n'a pas couché ensemble. Hein. Donc, non, c'est... T'as dit ça à Poutine? Enfin, il y a une expression russe, on n'a pas gardé les moutons ensemble. Et donc, je lui dis ça, oui, bien évidemment. Et il n'a pas aimé. Donc, là, il y a une lutte en fait qui s'est installée. Donc c'est une lutte psychologique. Donc il a essayé de faire tout et spontanément, il y a quelque chose j'ai été très inspiré parce que en réalité, pour comprendre, il me faisait pas très peur parce que l'étudiant d'Omnimo, c'est comme la meilleure fac. C'est comme un énarque. Ouais. On est arrogant. On est dans ma promotion, j'ai le petit-fils du secrétaire général du Parti communiste Brejnev. Donc André Brejnev, c'est un pote de promotion. J'ai des fils des ministres. J'ai des fils aussi des généraux du KGB, des généraux de l'armée. Voilà. Et donc, on est arrogant parce qu'on sait qu'on appartient à l'élite de la nation, qu'on va partir à l'étranger. Et donc, ce petit KGBiste-là, il me casse les pieds. Donc, je suis très arrogant par rapport à ça. Donc, je me laisse pas impressionner. Je me laisse pas faire. Et j'étais super bien inspiré parce qu'à un moment donné, je lui ai dit droit dans les yeux, mais attendez, mais vous me prenez pour qui? Moi, on n'est pas dans le goulag, hein. Et vous n'êtes pas le juge d'instruction croate comme dans le livre de Solzhenitsyn, Archipel de Goulag. Il lui dit, l'archipel de Goulag, vous avez lu? Je dis oui. C'est un livre qui était interdit. Interdit. Le posséder à cette époque-là, c'est 5 ans de prison. Ouais. Et donc là, j'ai vu, il y a les yeux qui s'illuminent. Il s'est dit, ça y est, ma journée est faite. En fait, il a fait l'aveu. C'est bon, je le tiens. C'est bon. Et là, il devient doux. Ah, c'est curieux. Alors, vous avez aimé? Oui. Ça parle de quoi? Et à la fin, qui c'est? Où est-ce que vous avez lu ça? Je dis, c'est un ami qui m'a prêté ce livre. Et alors là, il se dit, samizdat, la littérature interdite, clandestine, etc. Là, il se voit déjà il se voit commandant. Deux mecs, en fait. Voilà, 2 mecs ou peut-être un réseau, oui. Et donc transféré pour de bon à Moscou. Donc, il se voit promu, en fait. Il se voit promu, Perrette et le Potelet. Ouais. Donc, il voit déjà veau, vache, cochon, poulet, tout. Et là, je lui dis d'une manière très, très douce, oui, je peux le dire. Et alors, c'est qui? Et là, je vais au culot et je dis, c'est André Brejnev. C'est un copain de promotion. C'est le petit-fils? Et lui, justement, il dit, Brejnev, mais ça a un rapport? Je dis, oui, c'est le petit-fils du secrétaire général. Et là, je vois changer le truc. En fait, il devient de marbre. Non, en fait, t'es peut-être le seul mec au monde qui a réussi à déstabiliser Vladimir Poutine. Peut-être.
C'est pour ça, d'ailleurs, il me déteste, à mon avis. Oui, parce que... Après, il y a eu la deuxième rencontre, c'est cette fameuse rencontre de 29 août 1984, parce que je l'ai taquiné aussi à cette époque-là, quand je l'ai reconnu. Le jour du recrutement. Le jour d'entrée à l'école Andropov, parce que je suis allé donc vers lui, parce que je l'ai reconnu, en disant tiens, comment on se retrouve? Bah maintenant on est du même côté des barricades. Capitaine Poutine, lui il me corrige, commandant. Il a déjà pris de grade. Il y a ensuite une autre rencontre où il va quasiment te démasquer, en fait. Et là, tu dis, finalement, c'était pas un si bonne mission, Vladimir Poutine. Il a fait son année de formation, de 1984 à 85. Il a commis quelques fautes. Et donc, il n'est pas pris dans le service d'espionnage. Il est renvoyé à Leningrad. Donc, il a raté sa carrière d'espion. Après, par un jeu de piston, il se retrouve quand même à l'étranger, mais en RDA. Et en RDA, non pas à Berlin, mais à Dresde. Et donc, c'est un trou perdu. Enfin, avec tout le respect pour les habitants de Dresde, de l'Allemagne, c'est quand même, à cette époque-là, c'est un trou perdu. C'est pas très prestigieux. C'est une province, ils sont très, très, très peu nombreux. Et moi, à cette époque-là, je fais un stage chez les illégaux. Et donc, je passe par un truc dingue parce que je pénètre en Autriche d'une manière clandestine. Après, je fais le voyage vers Bruxelles où je change d'habit, je m'habille comme un Belge. Je sors les papiers d'un étudiant belge et comme étudiant belge, je vais en RDA faire un stage d'allemand dans l'université de Dresde. Et donc, à un moment donné, dans cette maison d'amitié, il y a la réception pour les étudiants et donc ils me voient. Et spontanément, c'est la troisième fois, il commence à me parler russe. Et là, moi, je suis belge. Hein, t'es sous couverture, là? Je suis sous la légende. Sous la légende. Sous la légende. Et donc là, je dis, ich verstehe es nicht. Je comprends pas. Non. Je ne parle pas. Ich spreche nicht Deutsch. Ich spreche keine. Je m'en souviens plus comment on dit. Je sais pas comment dire. Le russe. Ouais. Russisch, non? Russisch, ouais. Ich spreche keine Russisch. Et donc là, il comprend qu'il a commis une bourne. Bah ouais. Parce que je suis parmi les étrangers. Je lui parle en allemand. Bon, pas très développé, mais il a compris qu'il a commis une bourre. En plus, dans le rapport, je l'ai mis. Ah ouais. Je l'ai mis. J'ai croisé mon, mon collègue Vladimir Poutine il y avait un collègue qui était là et qui a failli me démasquer. Bah, bien sûr. Bon, après, ça s'est bien passé parce que c'était déjà arrosé. Il y avait la jeunesse. Donc, en fait, tout le monde s'en fichait. Personne n'écoutait le truc. C'était brouillant, etc. Donc, en fait, ça s'est bien passé. Mais n'empêche que ça s'est pas cassé comme ça. Et il y avait la quatrième rencontre, c'était en 1990, je crois, ou 11. Je crois que c'est en 90. Il y a la tournée de Pierre Boulez à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et moi, je suis en déplacement aussi à Saint-Pétersbourg. Je suis avec des Français, des entrepreneurs français, mais je suis pas sous la légende, sous la couverture. Donc, je suis Sergueï Girnov qui accompagne, qui guide, qui est conseil commercial avec une délégation française. Et là, il y a aussi le concert de Pierre Boulez. Et donc, lui, à cette époque-là, il est déjà dans l'équipe de Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg. Bien évidemment, il est invité. Et là, il me voit. Et là, il veut rien faire parce qu'il veut pas refaire le même truc. Et là, c'est moi qui vais à la rencontre en disant ça va, moi je suis ici, je suis avec des Français, mais bientôt je vais aller en France. Là, tu l'as un peu nargué là, Vladimir Poutine. J'adore. Vladimir Poutine, évidemment, tu l'as dit, il t'apprécie pas réellement, et c'est à cause de lui que tu vas quitter la Russie. C'est-à-dire que là, je fais un petit bond dans le temps. Finalement, le KGB, il y a une dislocation, donc tu arrêtes évidemment tes fonctions, etc. Et puis, on arrive dans les années 2000, il arrive au pouvoir, et là, le ton va un petit peu changer, et c'est parce qu'il est au pouvoir, et parce qu'il te connaît, que tu vas devoir fuir ton pays.
Pratiquement ça, c'est la cerise sur le gâteau, si on peut dire. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'en fait, à la dislocation du URSS, moi j'ai démissionné du service d'espionnage. Et on m'a laissé sortir, il n'y avait aucun problème, parce qu'à cette époque-là, c'est le seul moment où on pouvait le faire. Et puis après, le service a repris un peu du poil de la bête, et donc elle a voulu récupérer tous les anciens, parce que ils ont mis quand même de l'argent pour nous former, donc ils se sont dit il faut qu'ils servent à quelque chose. Et moi j'ai dit non. C'est sorti. Hein, moi je veux pas y rentrer. Ouais, tu voulais pas revenir. Donc on avait déjà une pression, une procédure même juridique, parce que j'ai attaqué le service. En fait, j'ai compris qu'il allait me faire chanter jusqu'à la fin de ma vie. Pour te faire réintégrer les services Pour me secrets. faire réintégrer le service. Et donc, j'ai compris qu'il fallait que je dise que j'étais un ex-espion. Mais si je le disais, j'allais en prison. Et donc, il a fallu trouver le moyen. Et j'ai trouvé un moyen très anecdotique, mais très efficace. C'est-à-dire que Institut Andropov, 3 années, Institut de formation supérieure, j'ai eu mon diplôme. Sauf que mon diplôme d'espion. D'espion, en quelque sorte. Enfin, c'était pas marqué d'espion, c'était marqué expert en relations internationales, mais c'était marqué Krasnodar Institute, l'Institut de Drapeau Rouge. Et donc, je leur ai demandé ce diplôme. Normalement, ils auraient pu me le donner et l'affaire était close. Ils n'ont pas voulu le faire, donc je les ai attaqués devant la justice. Ça fait un scandale. Il y a les médias qui sont mêlés. Et toi, tu t'es dit, parenthèse, si je deviens public, ça me protège. C'est ça. C'est ça. Et de toute façon, ça, je l'ai compris déjà à cette époque-là, que les métiers de l'ombre, pour ne pas être, être sous le danger et en danger, il faut être en lumière. J'étais en lumière parce que j'étais aussi à la télévision, j'avais mon propre programme. Et là, c'est Poutine qui arrive et mon petit jeu qui allait encore sous Yeltsin, parce que Yeltsin, c'était végétarien. Hein. Sous Poutine, vite est devenu carnivore. Et donc là, comme je le connaissais déjà un tout petit peu, je savais très bien ce qu'il pouvait faire quand il arriva, parce que cette petite lumière de la drogue du pouvoir que j'ai vue en 1980 à la Lubyanka dans ses yeux, bah ça s'est confirmé. Donc en fait c'est quelqu'un qui est maniaque du pouvoir. En fait il adore le pouvoir et donc il est capable de sacrifier le peuple entier, même voire la terre entière pour ce pouvoir. Et donc ça, moi je l'ai compris en 1999 quand je le disais à mes amis français, ils me prenaient pour un fou. Et en fait moi je l'ai compris et donc 2001 je me suis dit ça y est c'est terminé parce qu'il y a eu aussi une histoire d'empoisonnement. Tu as été empoisonné. Parce que il y a de forts soupçons. On n'a jamais eu la confirmation exacte, mais de janvier à février 2001, je mourais. Et toutes les analyses étaient bonnes. Parce que les analyses étaient dans les cliniques et polycliniques locales, donc bien évidemment, il est falsifié. Bien sûr. Et donc je me suis sorti avec un conseil d'un médecin. En fait, c'est une femme, c'est une épouse d'un de mes amis. Il m'a dit t'es empoisonné au métaux lourds. Enfin, je sens qu'il y a un truc comme ça, thallium ou un truc comme ça. Petite dose, mais tu vas mourir. Tu connais les Français, va à l'ambassade de France, demande les analyses aux médecins de l'ambassade de France. Va en France. Fais les analyses en France ou en Suisse ou en Allemagne. Enfin, peu importe, mais fais-les à l'étranger. Et je lui ai demandé de m'appeler au téléphone et de dire ça au téléphone, qui était sous l'écoute. Et donc, après, j'étais parti. Pendant 24 heures chez mes parents. Je suis revenu. 48 heures après, j'étais guéri. D'accord. Parce que certainement, le poison qui me mettait, c'était dans quelque chose que je consommais. Dans ton environnement. Le thé, le café, enfin le truc, l'eau que je buvais. Et là, ils ont pris peur. Et donc, du coup, c'était encore l'époque où ils prenaient peur. D'accord. C'était pas donc encore ils ont arrêté l'empoisonnement. Ils ont arrêté. Et là, tu as compris que tu devenais une cible. Et là, j'ai compris qu'on joue plus. On joue plus et donc j'ai préparé ma sortie et en juin 2001, je suis parti en France et depuis 11 juin 2001, je suis français. Enfin, résident français. On arrive bientôt à la fin de l'entretien. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu regrettes d'avoir été approché par le KGB? Est-ce que tu aurais aimé avoir une vie différente? Ou est-ce que malgré tout, c'était finalement une aventure incroyable? Disons que si j'avais le choix, j'aurais aimé avoir une vie différente.
et même faire des choses qui me plaisaient. Par exemple, j'aurais adoré travailler comme guide avec les délégations touristiques, mais c'était pas suffisamment prestigieux pour quelqu'un de Guillemot. Et donc je me suis dit, ça me plaît, mais en même temps c'est pas prestigieux. On m'a mis au ministère du Commerce extérieur, c'était vachement prestigieux, mais très ennuyeux et pas intéressant. Et donc du coup, si j'avais à choisir, déjà ça, je l'aurais pas fait. Et le KGB, pareil, ça veut dire que je leur dirais non dès le début, parce que en fait ils ont mis la pression quand même. C'était pas mon choix quand même. Ils m'ont poussé. Parce qu'à plusieurs reprises j'ai dit non au KGB, mais finalement après j'ai changé d'avis sous la pression. Mais en même temps, comme je sais que on peut pas changer de vie, finalement, je le regrette pas. Parce que c'est une vie aussi très romanesque, c'est une vie aussi très riche, c'est une vie qui m'a fait découvrir un système qui est absolument secret, qui est fascinant, qui est puissant, qui m'a appris aussi d'autres choses. En fait, ça a formé aussi ma personnalité en beaucoup. Ça m'a donné aussi les instruments de vie professionnelle et humaine, de connaissance de la nature humaine, de la connaissance de la manipulation, des choses comme ça. Non, je regrette absolument pas. On finit toujours dans Tous Wonder avec un petit conseil. Au vu de ce que tu nous as raconté, au vu de ta vie d'espion, quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent ? Je crois que beaucoup de gens ont la vision complètement erronée de l'espionnage. Il faut qu'ils comprennent que c'est un métier très dur, que c'est un métier très chiant, très administratif, que c'est un métier dangereux, c'est un métier criminel, et que tous ceux qui viennent vers ce métier avec les yeux romanesques, ils vont être très déçus lorsqu'ils vont se retrouver dedans. Donc je le déconseille à la majorité des gens qui pensent peut-être d'y aller. Voilà. Merci à toi, Sergueï Girnov, ex-espion venu du froid. Et puis merci à vous qui nous regardez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.